Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler de livres. Vous le savez, Jurassic Park a, on va dire, sa genèse dans les livres de Michael Crichton avec mon super accent anglais. Et aujourd'hui va sortir Jurassic Park et les sciences, un super ouvrage documenté qui va retracer beaucoup de choses dans l'univers Jurassic Park. Ça a été écrit sous la direction de Jean-Sébastien Steyer, ou Steyer, je pense qu'on va dire la française, hein, on verra si j'ai bien prononcé le nom, et de Nicolas Allard, avec également Thierry Gendroc, Alice Le Breton et Jean-Philippe Usan. Et justement, les amis, regardez, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Nicolas Allard. Comment tu vas, Nicolas ? Très bien, Thomas, merci à toi de m'inviter sur ta super chaîne, c'est un grand plaisir d'être là. Eh ben écoute, le plaisir est véritablement partagé. Donc toi tu as, si je me trompe pas, hein, si je dis pas de bêtises, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, tu as coécrit ce livre Jurassic Park et les sciences, c'est bien ça hein? Oui, c'est ça. En fait, donc c'est un ouvrage collectif que j'ai co-dirigé avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer. Donc, c'est-à-dire qu'on était tous les deux responsables de l'ensemble des textes, de la maquette du livre. Et j'ai également signé plusieurs chapitres de l'ouvrage, qui sont des chapitres en lien avec le cinéma, la littérature et la philosophie, notamment parce que je suis professeur de littérature et de philosophie. Ah ok, ouais, donc en effet je comprends mieux pourquoi. Alors moi j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu en avance, j'ai pu le parcourir, je ne l'ai pas lu en intégralité, mais je l'ai vu en intégralité, j'ai été un peu voir toutes les différentes images, etc. Et c'est vrai que vous abordez de manière globale, et surtout toi aussi, beaucoup d'aspects très différents. Il y a vraiment un aspect très science, on va dire ça comme ça, très paléontologique, et comme tu l'as dit, un aspect un peu plus philosophique, un peu plus romancé sur l'univers de Jurassic Park. Alors du coup moi j'avais une vraie première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à écrire un livre, justement, sur Jurassic Park ? Alors, comme toi, en fait, je suis passionné de la saga depuis très longtemps. En fait, moi, Jurassic Park, c'est une histoire qui a commencé dès l'enfance. Je suis né en 1986, donc j'avais 7 ans quand le premier film est sorti au cinéma. Et je l'ai pas vu au cinéma, mais ensuite, je l'avais à l'époque, c'était ce qu'on appelait les cassettes ou les VHS. Oh ouais. Donc, je l'avais eu en cassette pour Noël, et j'ai été fasciné par ce film, par ses suites. Avec mes frères, on aimait beaucoup cet univers au point que on avait beaucoup de jouets de la franchise et qu'on adorait se refaire les scènes des films avec nos jouets. Donc on avait plein de produits dérivés, on adorait ça. Et puis moi je suis spécialiste de pop culture et de science-fiction. J'ai déjà écrit plusieurs essais sur Star Wars, Game of Thrones, Dune, Jules Verne, cette année sur la planète des singes, et puis prochainement sur le manga L'attaque des Titans. Et Jurassic Park, j'avais constaté en fait qu'il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. C'est une œuvre qui est très appréciée, bien sûr, à l'échelle mondiale, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages d'analyse. Il y a quelques beaux livres, quelques livres un peu making-of sur la saga, mais pas véritablement de livres d'analyse. Et comme je suis ami avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, qui lui-même écrit plusieurs livres de vulgarisation scientifique, on s'est dit ensemble qu'on pouvait peut-être partir sur le projet d'un beau livre qui décrypterait la saga un peu dans tous ses aspects. Et voilà, et nous on avait envie de proposer un livre qui soit une sorte de décryptage de la saga, un décryptage assez complet où on ne néglige pas tel ou tel aspect, puisqu'on parle de paléontologie, de génétique, de cinéma, de littérature, de philosophie, de mathématiques et de psychologie. C'est vrai que là en plus, vous allez vraiment ratisser très large sur plein de choses, et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les métiers entre guillemets que tu as cités, ce sont des métiers qu'on retrouve notamment également dans le livre de Michael Crichton et également dans le film Jurassic Park avec un mathématicien, des paléontologues, etc. Donc je trouve ça aussi très intéressant d'avoir plein de points de vue différents justement dans ce livre. Qu'est-ce que les gens vont voir dedans, si tu pouvais me résumer très rapidement, hein, succinctement, qu'est-ce qu'on peut voir dedans, à quoi s'attendre quand on va commencer à ouvrir et feuilleter ce livre? Alors Jurassic Park et les sciences, d'abord, c'est un livre qui entre dans la catégorie de ce que l'on appelle les beaux livres, puisque c'est un livre qui est intégralement illustré, avec des illustrations en noir et blanc, mais également des illustrations couleurs, et qui ont des illustrations qui ont été faites exclusivement pour le livre. C'est-à-dire qu'on n'a pas repris des illustrations qui viendraient d'ailleurs. Le paléo-artiste a travaillé de nombreux mois en collaboration avec les différents auteurs pour que on puisse rendre compte un petit peu de ce qui était dit dans le texte, et notamment
notamment un des objectifs du livre, c'était de représenter un certain nombre de scènes des romans de Michael Crichton qui n'étaient pas présentes dans les différents films de la saga. Donc on voulait rendre hommage aussi à Michael Crichton de cette manière-là parce qu'on admire beaucoup son ouvrage. Sinon, en ce qui concerne le contenu et pas simplement la forme du livre, c'est un livre qui est composé de plusieurs chapitres. On commence avec un chapitre où on va parler de la place des dinosaures dans le monde des arts, donc comment les dinosaures sont apparus en littérature, puis au cinéma, en série, en bande dessinée, en jeux vidéo, quelle place ont-ils occupé et comment on a fait en sorte, parce que c'était une difficulté à chaque fois, qu'il y ait une histoire où des hommes et des dinosaures apparaissent ensemble, et donc il y a des idées assez intéressantes qui sont présentes dans différentes œuvres. Donc là, on part vraiment en fait des premiers textes, des premiers romans, on va dire, préhistoriques qui ont été composés au 19e siècle avec des auteurs, par exemple, comme Jules Verne, jusqu'à des œuvres très récentes. Donc, par exemple, la série Primal, qui est une des très bonnes séries préhistoriques qui est sortie récemment à la télévision sur les plateformes de streaming. Donc, on a essayé d'être assez exhaustif de ce point de vue-là. Ensuite, on a un chapitre sur l'œuvre littéraire. Donc, c'est moi qui m'en suis occupé parce que je suis professeur de littérature et de philosophie dans l'enseignement supérieur. Le paléontologue Jean-Sébastien Steyer a fait un chapitre sur l'idée de savoir si Jurassic Park et les films de Jurassic Park étaient crédibles ou non d'un point de vue paléontologique. Donc c'est un des gros chapitres du livre. Moi, j'ai également écrit 2 autres chapitres. Un chapitre où j'ai fait l'analyse des films, donc une analyse plutôt du récit, des thématiques, des personnages, en abordant vraiment les choses d'un point de vue littéraire et philosophique, pas spécialement pour raconter des millions d'anecdotes de tournage, parce que ça, il y a déjà des livres qui existent à ce sujet, et ça aurait été un peu répétitif. Et puis, j'ai également, ça j'y tenais, toi tu en parles d'ailleurs sur ta chaîne, et je trouve que c'est très bien, je voulais faire également un chapitre sur le Jurassic Park en tant que franchise de pop culture, et le fait, ce qui n'est pas toujours bien connu en France, que Jurassic Park, c'est aussi, ça a été aussi des comic books aux États-Unis. Exactement. Qu'il y a eu des projets de série aussi. Il y avait un projet de série très ambitieux qui a été abandonné et qui aurait dû sortir dans les années 90, peu de temps après le premier film de Spielberg. Donc voilà, parler un petit peu de la franchise. J'évoque également dans ce chapitre-là la colo du Crétacé, puis on a dit un petit mot aussi de la théorie du chaos. Et puis on a 3 derniers chapitres. Un chapitre où un psychologue, Thierry Gendroc, explique pourquoi les dinosaures nous fascinent. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'ils fascinent les enfants mais aussi les adultes? Et cela, quelles que soient les générations ou quelle que soit la société à laquelle on appartient. Et puis on a 2 derniers chapitres, un chapitre où un mathématicien, Jean-Philippe Usan, va nous parler de la théorie du chaos, et s'est focalisé sur le personnage de Malcolm, qui est un des personnages les plus fascinants de la saga. Et puis Alice Le Breton, qui est une généticienne de renom, a essayé dans le dernier chapitre de déterminer dans quelle mesure, avec les connaissances qui sont les nôtres actuellement, il serait possible ou non de créer des dinosaures. Et donc c'est une belle manière de conclure le livre, parce que ça renvoie justement à l'idée géniale de Crichton dans son roman Jurassic Park. Eh ben écoute, franchement, merci à toi pour cette grosse overview entre guillemets du livre, parce que franchement, il y a beaucoup de choses, et moi j'ai adoré vraiment aussi tout le début, comme tu disais. Donc moi j'ai commencé vraiment à le lire du début, hein, comme n'importe quel livre. J'ai pas été tout de suite à la fin. Moi, ce qui m'intéressait le plus, presque, c'était toute la partie est-ce qu'on peut recréer des dinosaures, etc. Ça m'intéressait d'un point de vue scientifique, mais c'est vrai que moi j'ai commencé vraiment sagement du début, et j'ai appris beaucoup de choses, comme tu l'as dit, avec Jules Verne, avec Sir Conan Doyle, etc. Plein d'ouvrages qui parlaient de dinosaures, et un petit peu ce début, on va dire, ces prémices de l'ère paléontologiste, on va dire ça comme ça, sur toute la partie dinosauresque. Hein. Voilà, je fais plein de mots qui n'existent pas, mais j'aime bien. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Et pour les personnes qui ne lisent pas, qui ne sont pas trop habituées à lire des ouvrages, foncez quand même, parce que c'est ultra bien détaillé et c'est très bien écrit, donc bravo à toi et à toute ton équipe qui avait travaillé dessus. Parce que je trouve que ça se laisse lire dès qu'on commence. Voilà, on est emporté dans le reste du livre, et donc j'ai hâte de continuer à lire ce magnifique livre Jurassic Park et les sciences. Et tu l'as dit, alors j'avais plus son nom en tête, c'était Alain Beneteau, avec tout. C'est ça. Franchement, graphiquement, je trouve ça génial, parce que du coup, comme tu l'as dit, parfois on a des
des images, on va dire, nouvelles qu'on n'a jamais vues. Elles sont créées pour l'occasion de l'univers Jurassic Park, et je trouve ça très chouette de retrouver un petit peu de nouveautés dans des artworks qui ont, entre guillemets, qu'on a quasiment tous déjà vus depuis les années 90, et de voir un petit peu de nouveautés comme ça en dessin, je trouve que c'est très très cool. Et quelle est, toi, la plus grande difficulté que tu as pu avoir en écrivant ce livre? Parce que c'est vrai que vous allez ratisser très large, et moi c'est ce qui me passionne vraiment dans les différents sujets abordés dans le livre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à écrire, entre guillemets, sur cette saga Jurassic Park pour ce livre? Le plus difficile quand on est comme moi co-directeur d'un livre, c'est qu'il faut essayer vraiment de faire en sorte que toutes les énergies des uns et des autres, elles puissent aller dans le même sens, et que le livre conserve une cohérence, même si chacun bien sûr a le droit d'écrire ce qu'il souhaite. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'il y a une diversité de points de vue et d'analyse, mais il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas des répétitions dans le livre, pas que quelqu'un par exemple évoque un thème qui va être longuement abordé ensuite par un autre dans un chapitre suivant. Veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas d'incohérence ou de contradiction. Donc je dirais que c'était surtout ça la principale difficulté, parce que sinon on était tous à la fois donc des spécialistes de notre domaine, mais surtout des passionnés. On aime tous la saga Jurassic Park, mais en fait quand on est passionné, le temps et l'énergie qu'on consacre à un projet, c'est vraiment pas quelque chose qui nous rebute, qui nous incite à abandonner. Exactement. Voilà, ça. oui, tu en sais quelque chose. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à écrire, à réaliser aussi des vidéos. Forcément, moi de mon côté. Donc c'est vrai que quand on est passionné, on perd la notion du temps forcément quand on fait quelque chose qu'on aime. J'avais aussi une question là-dessus pour étayer un petit peu la curiosité des personnes qui nous regardent. Tu es fan de dinosaures. C'est quoi ton dinosaure préféré? C'est un peu la question qu'on pose toujours aux fans de dinosaures. C'est quoi ton dinosaure préféré? Je vais pas être très original, mais ce sera le T-Rex, parce que c'est vraiment le dinosaure emblématique de la saga. Mais ensuite, tu vois, moi quand j'étais enfant, j'étais assez fasciné par le Dilophosaure tel qu'il était représenté dans les films Jurassic Park. Je trouvais que c'était un animal qui était à la fois fascinant parce que très différent des autres, là, avec sa capacité de projeter du venin, et puis également un animal qui semblait à la fois inoffensif et également féroce. Donc je reste quand même très fan du T-Rex, donc c'est pas très original, mais voilà, j'aime bien le Dilophosaure aussi. Et justement, en parlant toujours de dinosaures, on le sait tous les deux, les dinosaures qu'on voit dans Jurassic Park sont plus, entre guillemets, des mutants mi-dinosaures, mi-animaux, avec de l'ADN de grenouille et plein d'autres choses, surtout dans la saga Jurassic World, où là on a commencé à dire voilà, les dinosaures sont faits de ça. Est-ce que toi ça t'a posé un problème, ou est-ce que ça te pose un problème d'avoir des dinosaures qui ne sont pas accurate, comme on dit en anglais, qui ne sont pas réalistes, ou est-ce que toi tu aurais préféré avoir des vrais dinosaures plus réalistes dans la saga Jurassic? Non, moi ça me dérange pas, tu vois, parce que aussi j'ai peut-être le regard justement d'un professeur de littérature, et je sais bien que les œuvres de fiction n'ont pas toujours vocation à représenter la réalité telle qu'elle est. On en a besoin aussi pour s'évader, pour rêver, parfois pour aussi connaître l'effroi. Et donc, je pense que je sais qu'il y a des personnes que ça dérange. Je comprends peut-être les critiques les plus récentes concernant Jurassic World, où on pourrait se dire dans cette trilogie que nos connaissances se sont beaucoup affinées concernant les dinosaures et qu'on aurait pu les représenter de façon un peu plus précise, même si je trouve assez convaincante l'explication du Dr Wu dans le premier Jurassic World, où il explique qu'au fond, c'est pas des vrais dinosaures et qu'il le sait très bien lui-même, que c'est pas ce que Masrani lui a demandé de faire. Donc la saga au départ a essayé de représenter les dinosaures de façon assez réaliste avec les connaissances de l'époque. Je pense à la première trilogie, même si on a parfois un peu triché, notamment avec le Spinosaure qui est doté de capacités qui n'étaient sans doute pas les siennes. Notamment, on sait que désormais qu'il lui était impossible, s'il avait été confronté à un T-Rex, même s'ils appartiennent pas du tout à la même période, il n'aurait pas pu briser la nuque du T-Rex comme il le fait dans Jurassic Park 3. Donc voilà, je comprends en tous les cas les critiques qui sont faites sur l'idée que les films pourraient parfois représenter les dinosaures de façon un peu plus réaliste. Mais premièrement, moi, ça ne me choque pas totalement.
Et puis j'attends également de voir ce qu'ils vont faire avec Jurassic World de Renaissance, qui va sortir dans un peu moins d'1 an maintenant. Peut-être qu'ils vont aller un petit peu plus dans ce sens-là. Mais je crois qu'aussi, on vit à une époque où maintenant les effets spéciaux sont beaucoup démocratisés. On a la possibilité d'avoir beaucoup de documentaires de bonne qualité. Moi, par exemple, récemment, j'ai découvert la série d'Apple Planète Préhistorique qui comporte 2 saisons et qui est vraiment de très très bonne qualité. Et je me dis qu'au fond, si on veut vraiment aborder les choses de façon très rigoureuse scientifiquement, de façon très paléontologique, on a ces séries de qualité qui nous offrent finalement une représentation assez fidèle des dinosaures. Exactement, pour l'instant on n'a pas trop d'infos sur ce qui nous attend dans le film, donc je pense que toi comme moi, on a hâte de découvrir ce qui va se passer là-dedans. Et justement, parlant des dinosaures au travers, entre guillemets, des âges du cinéma, de la littérature, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment la représentation du dinosaure a évolué? Par exemple, comme tu le disais au début, on a par exemple, enfin, je prends juste la saga Jurassic Park pour le coup, on a pris des libertés forcément qui étaient parfois tirées du livre, parfois pas du tout, hein, qui étaient des libertés, on va dire, créatives. Et on a atterri progressivement, on va dire ça comme ça, avec un Raptor, un droméosauridé avec des plumes. Donc là, on avait enfin quelque chose d'un peu plus réaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a évolué, cette représentation du dinosaure à travers les âges de la créativité? Oui, alors en fait, les dinosaures, ils sont donc l'âge d'or de la paléontologie, le moment où la paléontologie prend vraiment son essor, c'est au 19e siècle, ce qui est assez logique parce que c'est toute la période de révolution industrielle et scientifique, on a de grands progrès, on a de grands scientifiques également à cette époque-là. Au début, les premières représentations qu'on a des dinosaures, ce sont surtout les représentations qui sont scientifiques, qui sont faites par les paléontologues et les artistes avec lesquels ils travaillent, que l'on va appeler ensuite des paléoartistes. Et peu à peu, donc le dinosaure va devenir un objet de fiction dans la littérature. Parmi les premiers auteurs, on peut avoir des auteurs comme Jules Verne, Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, il est surtout connu comme étant le créateur de Tarzan, mais il a créé un cycle de science-fiction qui s'appelle Pellucidar, où à la suite de Jules Verne, qui avait déjà envisagé que le centre de la Terre puisse être habité par des créatures disparues, eh bien lui, il va représenter tout un monde souterrain dans lequel on a des dinosaures, des créatures préhistoriques, des hommes préhistoriques, etc. Et puis bien sûr, on a aussi le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Ce sont donc 3 des premiers grands auteurs des œuvres préhistoriques. Et à cette époque-là, en fait, le dinosaure, c'est vraiment une créature nouvelle pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont incapables de savoir ce qu'est un dinosaure. Et donc souvent, quand il va en être question dans les œuvres littéraires, on va le représenter comme une sorte de gros lézard, parfois comme une sorte également de créature monstrueuse, dénuée d'intelligence et plutôt appelée à être une menace pour l'être humain, etc. Ce sont en fait des géants à la peau verte, des sortes un peu de lézards de temps passé. Et c'est progressivement en fait que la représentation du dinosaure va devenir de plus en plus réaliste. Les films qui sortent, on va dire jusqu'aux années 70-80, sont rarement des films très réalistes. Les dinosaures sont souvent quand même des créatures monstrueuses qui vont d'ailleurs inspirer le personnage de Godzilla. On en parle dans le livre Godzilla. Dans certaines versions, est présenté justement comme un dinosaure ou un animal qui pourrait être apparenté au dinosaure. Et donc, c'est vraiment dans la tradition de ce que les Japonais appellent les kaiju, donc ces monstres gigantesques qui peuvent ravager les villes. Les dinosaures vont surtout être abordés à partir de cet angle-là. Et c'est là où Jurassic Park va être en fait une révolution, parce que Jurassic Park va montrer tout d'abord qu'il y a une diversité au sein des dinosaures, que ce ne sont pas tous des géants, que ce sont aussi des animaux plus petits. Hein. On en a la démonstration dès le premier film, mais plus encore avec Le Monde Perdu de Spielberg, où on va avoir les Compsognathus, qui sont vraiment des créatures minuscules qui correspondent pas du tout à l'image du dinosaure monstrueux. Et donc ces films-là vont beaucoup aider à ce que le dinosaure soit représenté de façon plus réaliste. Michael Crichton aussi a contribué, puisque Crichton, lorsqu'il a écrit ses romans, il s'est inspiré d'un certain nombre d'écrits paléontologiques. Il a contacté également des paléoartistes, et donc il était vraiment dans une attitude assez rigoureuse scientifiquement par rapport à cela. Mais donc l'image, on va dire, plutôt paléontologique, plutôt rigoureuse scientifiquement des dinosaures, bien c'est quand même quelque chose d'assez récent. Bien sûr, pour les personnes qui sont nées au XXIe siècle, ça semble plutôt une évidence, mais pour des gens comme moi qui sont nés au XXe siècle,
cette représentation assez fidèle des dinosaures, en tout cas plus fidèle qu'autrefois, dans l'histoire en fait des dinosaures et des arts, c'est quelque chose d'assez récent. Eh ben écoute, franchement, c'est merci pour cette grande explication. Franchement, moi, je pourrais t'écouter pendant très longtemps parler de dinosaures, etc. Et encore une fois, dans le livre, il y a pas mal de choses que tu expliques, hein, même une grande partie qui est aussi expliquée dans le livre. Donc voilà, si vous avez plein de questions sur les dinosaures, sur l'évolution, la perception qu'on en a eue, etc. Il y a beaucoup de choses ultra intéressantes dans le livre à ce niveau-là. Et tiens, j'avais une autre question pour toi aussi. On a jusqu'à présent, on va dire, 6 films Jurassic Park / Jurassic World. Allez, quel est ton top 3, pour toi, des films Jurassic ? Ah, c'est une bonne question. Alors, ce qui est sûr, c'est que je mettrais vraiment Jurassic Park, le premier du nom, au sommet, parce que c'est une œuvre vraiment de grande qualité, qui à la fois est proche du roman de Crichton, mais prend aussi certaines libertés qui sont très intéressantes. Et justement, un des objectifs du livre, c'était de montrer en quoi, finalement, le film de Spielberg était une relecture assez personnelle et assez audacieuse du roman de Crichton. Donc, je mettrais lui en premier. Ensuite, moi, j'ai beaucoup d'affection. Alors, je pense que là, il y a toujours une part de subjectivité, bien sûr, mais j'ai une vraie affection pour le deuxième, Le Monde Perdu, parce que je l'ai vu, c'est le premier Jurassic Park que j'ai vu au cinéma. À l'époque, j'étais en 6e et donc je l'avais vu avec ma famille au cinéma. Et ce qui m'avait beaucoup plu par rapport au premier à l'époque, c'est que on avait les effets spéciaux, s'étaient beaucoup améliorés. On pouvait mettre beaucoup plus de dinosaures dans le film. Et donc j'aimais bien aussi le côté un peu aventure sur l'île, sans enclos, etc. Puis ensuite la conclusion où le T-Rex était en ville à San Diego, ce qui faisait un peu référence à King Kong, donc ça, j'aimais bien. Et puis, peut-être qu'en numéro 3, parce que moi, je ne déteste pas du tout la trilogie Jurassic World, même si j'ai été déçu par le troisième opus, pour être honnête. J'ai bien aimé le film de Bayona, je trouve, qui est assez original. C'est à la fois une réécriture du Monde Perdu, parce qu'il y a pas mal de parallèles avec cette œuvre-là, mais toute la partie dans le manoir, où on réécrit un petit peu les films d'horreur, etc. J'ai trouvé que c'était assez original. Je trouve que c'est visuellement un film qui est très beau, très bien réussi, très bien réalisé. Et voilà, je pense que s'il y avait le top 3, je dirais cela. Et pour terminer justement là-dessus, sur toute cette partie Jurassic Park, on le sait, hein, Jurassic Park, ça a eu un gros impact culturel pour les enfants, pour les jeunes adultes ou même les adultes, hein. Comment tu penses que cela a influencé la perception du grand public concernant les dinosaures? Parce que c'est vrai que Crichton, il en parlait un petit peu lorsqu'il avait commencé à écrire le livre, etc. Il y avait une dinomania qui commençait à arriver. Comment tu penses que ça a influencé la perception du grand public concernant les dinosaures? Ah oui, l'affluence a été immense, hein, parce que à cette époque-là, finalement, si on se replace dans le contexte, en 1993, on n'est pas du tout dans le même monde que maintenant. On n'a pas nos plateformes de streaming. Les effets spéciaux sont beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, hein. D'ailleurs, Jurassic Park, le premier du nom, a été une révolution visuelle aussi pour cela, parce que Spielberg ne pensait pas du tout qu'il pourrait représenter les dinosaures en images de synthèse et de façon aussi satisfaisante. Et c'est dans le processus de création du film qu'il s'est rendu compte que ILM en serait capable. Donc ça a été une révolution, Jurassic Park, parce que justement à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de moyens autres que ces films-là de se représenter assez fidèlement et de façon assez spectaculaire ce que pouvaient être les dinosaures. Et d'ailleurs, on le voit, hein, au fait que par exemple, le tyrannosaure de Jurassic Park est relativement fidèle à la représentation paléontologique, scientifique, même s'il y a bien sûr quelques libertés qui sont prises. Mais si je prends l'exemple des vélociraptors, les vélociraptors en fait sont très différents dans les films de ce qu'ils sont d'un point de vue paléontologique. Et si on s'amuse à regarder un petit peu comment le vélociraptor est devenu une figure populaire, que ce soit dans les livres à destination des enfants, dans les dessins animés, dans les différentes évocations qu'on peut faire du vélociraptor, ou même dans des parcs d'attractions, des parcs animaliers, etc., on constatera souvent que c'est le vélociraptor de Jurassic Park qui est pris en compte, alors que le vrai vélociraptor est plus petit, était très certainement doté de plumes, etc.
Donc la représentation du dinosaure a influencé considérablement les gens qui ont vu Jurassic Park. Et j'en veux aussi pour preuve que Trevorrow, quand il lance justement la production de Jurassic World, donc plusieurs années après, eh bien, il va reprendre finalement ces codes graphiques. Les animaux que l'on voit dans la trilogie Jurassic World, à l'exception peut-être du troisième, comme tu l'as dit, où là on commence à voir apparaître des plumes, il y a des dinosaures un peu différents qui sont représentés, mais dans les deux premiers opus de Jurassic World, eh bien, on est face à des représentations qui sont presque un copier-coller de ce qu'on avait dans Jurassic Park, comme s'il se disait en un sens qu'il ne pouvait pas trop se détacher de cette tradition qui avait été mise en place par les films de Spielberg. Ouais, exactement, et c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, c'est aujourd'hui quand on pense à un Vélociraptor, ou en tout cas pendant très longtemps quand on pensait à un Vélociraptor, on pensait au Raptor de Jurassic Park. Dans Dino Crisis, c'est quasiment la même chose, même dans des jeux plus récents, Primal Carnage ou même The Isle, l'Omniraptor, qui est un Vélociraptor entre guillemets déguisé, bah, c'est exactement la même représentation, et c'est vrai que Jurassic Park a influencé en effet beaucoup de choses sur la perception des gens et surtout des dinosaures. Bah écoute, franchement, Nicolas, un grand merci à toi d'avoir échangé à mes côtés sur Jurassic Park et sur les dinosaures. Je le rappelle et je le remontre un petit instant à la caméra. Voilà, Jurassic Park et les sciences, ça arrive le 30 octobre dans toutes les bonnes librairies, on va dire ça comme ça. Et honnêtement, c'est un super bouquin. J'ai commencé à lire, je l'ai beaucoup feuilleté. Il y a des illustrations qui sont juste vraiment bien faites, et c'est toujours un plaisir de se plonger dans un livre qui parle de dinosaures et de Jurassic Park. Avant de se quitter, est-ce que tu as un petit mot pour la fin pour les personnes qui nous regardent ? Eh bien, déjà leur dire qu'elles ont raison d'écouter ta chaîne, parce que moi, je trouve vraiment en tant que passionné de ces univers depuis longtemps que tu parles vraiment avec beaucoup de pertinence et de passion d'une saga qui est fascinante, et je trouve que c'est formidable dans le monde francophone qu'on puisse compter sur un YouTuber comme toi qui se consacre pleinement à la saga et qui également parle d'autres aspects qui peuvent y être rattachés, notamment des jeux vidéo ou des œuvres qui s'apparentent à Jurassic Park sans être Jurassic Park. Et puis, par rapport à notre livre, eh bien, dire vraiment aux personnes qui ont suivi cette vidéo et qui ont aimé que tout le contenu du livre est absolument inédit, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas ici à faire un copier-coller d'ouvrages qui auraient pu exister précédemment, et qu'on a vraiment voulu soigner le livre afin que ce soit un beau livre de collection pour avoir chez soi, que l'on ait plaisir à feuilleter, mais aussi un beau livre à offrir. Donc, si vous connaissez des fans de Jurassic Park et que vous voulez leur faire un cadeau, sachant que les fêtes de fin d'année vont arriver maintenant assez vite, eh bien allez-y, vous pouvez foncer. Eh ben voilà, ça c'est un super mot pour la fin. Un grand merci à toi pour tous les compliments de la chaîne, ça fait vraiment plaisir, et c'est vrai que quand on est fan, comme tu l'as dit tout à l'heure, de quelque chose, on se donne un petit peu corps et âme parfois là-dedans. Parfois on fait des erreurs, parfois tout n'est pas parfait, mais on essaye de faire toujours de notre mieux, et ça je trouve que c'est toujours le plus important là-dedans quand on est passionné, et c'est ça qui me touche en tout cas. Un grand merci à toi, un grand merci à toi également de m'avoir mis à la fin dans les remerciements du livre, parce que c'est vraiment cool. Je crois que c'est aussi la communauté jurassicpark.fr que tu salues aussi, qui est très cool. Il y a plein d'autres créateurs en France de Jurassic Park et Jurassic World, donc on les salue aussi, ils font de l'excellent travail. En tout cas, ça a été un vrai bonheur de t'avoir, et comme tu l'as dit, le livre arrive, c'est parfait comme cadeau pour les fêtes, et la petite transition elle est toute trouvée, parce que je vais vous offrir ce livre directement sur mon compte Instagram pour un concours. Donc le concours va être lancé à peu près en même temps que le lancement de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon Insta pour qu'on puisse simplement vous faire gagner ce livre, que vous puissiez en profiter pour Noël, soit pour vous, soit pour offrir à quelqu'un qui aime les dinosaures. En tout cas, merci, un grand merci à toi Nicolas, c'était un plaisir de t'avoir à mes côtés. Toi, moi aussi. Et je vais peut-être pendant les longues soirées d'hiver être tranquille et lire ce super livre. Un grand merci à toi, merci à toutes les personnes qui nous ont regardés comme toujours. Vous le savez, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour reparler de Jurassic Park et Jurassic World. Salut Nicolas et salut à tous. Au revoir.